Du coup, je suis actuellement étudiant en deuxième année de master d'histoire contemporaine à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et je prépare un mémoire de recherche sur l'histoire du Comité parisien des œuvres sociales à destination des étudiants sur la période 1937-1947, dont je vais présenter aujourd'hui l'axe principale, à savoir l'étude historique de l'institution sur la période donc 1937-1947, afin de tenter de dégager les évolutions et les continuités euh, du développement des œuvres parisiennes dans la Deuxième Guerre mondiale. Alors, d'abord, pourquoi est-ce que j'ai décidé de travailler sur la période 1937-1947? Je suis parti de la création du Comité supérieur des œuvres sociales en 1936 par le ministre Jean Zay et sa volonté de mettre en place des comités locaux de coordination du réseau des œuvres comme point de départ, et la création en décembre 1937 à Paris d'un comité local de coordination des œuvres. Et j'ai décidé d'aller jusqu'à la période de 1947, de dépasser la Deuxième Guerre mondiale, afin de pouvoir étudier dans un temps plus long, on va dire moyen, euh, les éventuelles continuités et les développements que pouvait avoir le comité parisien, dans un premier temps avant la guerre, pendant la guerre et sous l'occupation, et voir ce qu'on avait pu garder ou pas, et les enseignements qu'on tirait de cette période de l'occupation et de ce développement pendant l'occupation après la guerre. Et donc, j'ai décidé d'aller jusqu'à 1947, date à laquelle le ministre de l'Éducation nationale réforme complètement le réseau des œuvres sociales à destination des étudiants pour mettre en place un comité local par région académique et qui donne naissance au réseau des œuvres que l'on connaît encore peu ou prou aujourd'hui. Entre les deux, il s'est passé énormément de choses. De la création du comité parisien en 1937 à son autonomisation euh, sur le plan financier et sur le plan légal du comité supérieur et du bureau universitaire de statistique sur laquelle je reviendrai, puis ensuite sur la guerre qui a profondément transformé un comité parisien qui jusque-là n'avait pas véritablement de pratique ancrée dans une certaine réalité, puisqu'il a été euh, officiellement déposé en préfecture comme association au mois d'octobre 1939, soit après le début de la guerre. Et après, sur le temps de la guerre, donc entre 1940 et 1944, jusqu'à la libération, comment est-ce que les différents représentants du régime de Vichy et par le biais de différentes institutions ont tenté de mettre la main avec plus ou moins de réussite sur le comité en le développant considérablement, en ayant pour objectif clair de mettre la main et d'encadrer les étudiants parisiens. euh, d'encadrer les étudiants parisiens. Entre le 1937 et 1947, le Comité parisien des œuvres passe d'une petite organisation de coordination locale des œuvres nationales du Comité supérieur des œuvres à une véritable institution presque omniprésente dans la vie des étudiants parisiens. Et il est intéressant d'étudier ce qui s'est passé entre les deux, de manière à pouvoir faire ressortir en quoi, malgré tout, la tentative du régime de Vichy de prendre en main ces étudiants parisiens par le comité parisien a permis un développement sans précédent de l'institution. Alors, ça a été un peu compliqué d'entrer dans le sujet puisque la littérature sur les œuvres universitaires est très éparse. Effectivement, je viens de voir le mémoire de recherche qui a été produit sur la même période que la mienne, voire qui la dépasse un peu plus, mais globalement, pour travailler sur le comité parisien des œuvres, j'ai dû resituer cet objet dans une littérature très abondante sur à la fois l'histoire de la protection sociale en France depuis le début du XXe siècle, donc les acquis de la Troisième République et la manière dont le régime de Vichy va va s'en servir pour les développer ou au contraire
s'en détourner et les incidences que ça peut avoir en termes de protection sociale pour les étudiants, mais également l'histoire des étudiants dans le premier XXe siècle, l'émergence du fait étudiant, l'émergence d'une question sociale étudiante que le Comité supérieur des œuvres et le Comité parisien des œuvres ont tenté de résorber, de traiter, et bien évidemment la question de l'histoire de l'UNEF qui est très présente au début de l'histoire du Comité parisien et qui va progressivement sortir du champ durant l'occupation. Cette histoire des étudiants qui permet aussi de voir de quelle manière est-ce que le Comité parisien, notamment sous l'occupation, va constamment cibler et tenter de résorber les différentes questions sociales et culturelles qui sont posées par le milieu étudiant. Et enfin, cette présentation elle s'inscrit également dans l'histoire, au début du XXe siècle également, de l'université française, du milieu académique et universitaire, dans lequel s'inscrit pleinement le Comité parisien, qui est avant tout dirigé, on le verra, par des universitaires, mais une institution comme le Comité a été contrôlée par des gens qui n'étaient pas universitaires, qui ont été placés là par le régime de Vichy pour la plupart du temps qui nous intéresse. Et c'est la question de savoir comment est-ce qu'un non-universitaire arrive à s'adapter progressivement aux besoins et aux questions qui sont profondément académiques. L'hypothèse que je fais dans mon travail de recherche et dans la présentation que je vais faire, c'est notamment que l'administration de Vichy, via le secrétariat général à la jeunesse, donc qui est un secrétariat du ministère de l'Éducation nationale, a poussé le développement du Comité parisien des œuvres sous couvert, donc je l'ai dit, d'une surveillance, d'un encadrement, voire à certains moments d'une volonté d'endoctrinement des étudiants parisiens, et que sous couvert de ces volontés diverses, elle a, avec le temps, cette administration vichiste, permis le développement, comme ce n'avait pas du tout été le cas pour différentes raisons avant la guerre, un développement sans précédent des politiques sociales et culturelles en faveur des étudiants à Paris, qui, on le verra à la fin de la présentation, essaiment très clairement à la fin de la guerre pour servir un petit peu de fondement à la structure du réseau des œuvres qu'on connaît encore aujourd'hui. Pour cela, mon travail s'appuie principalement sur l'exploitation du fonds d'archives du Comité parisien qui est conservé aux archives de la ville de Paris. Des archives dépouillées auxquelles j'ai adjoint les archives de l'UNEF sur la période qui m'intéresse. Donc, ce travail de recherche s'appuie donc sur l'exploitation des archives du Comité parisien conservées aux archives de la ville de Paris entre 1937 pour ce qui m'intéresse, et donc les toutes premières années, jusqu'à 1949 voire 1950, afin de pousser un peu plus loin encore les développements du Comité régional des œuvres après la guerre, mais également donc les archives de l'organisation donc de l'UNEF sur la période de l'avant-guerre, donc de 1939 jusqu'à 1945-1946. Donc j'ai dépouillé les fonds qui sont conservés à la contemporaine, et également aux archives nationales les fonds du rectorat de Paris relatifs à la Seconde Guerre mondiale, et une partie très rapidement des fonds du secrétariat général à la jeunesse. À cela s'ajoutent les informations que j'ai recoupées au cours de mes recherches dans la presse, et principalement, donc, on va dire la presse officielle, l'organe de presse officiel du Comité parisien, qui était l'information universitaire, dans lequel le comité publiait principalement via une page de l'étudiant ces informations officielles, que j'ai tenté de recouper avec des journaux plus militants comme La Relève pour les communistes ou l'Université libre pour la question des enseignants. Alors, ma présentation va s'articuler en 4 points qui correspondent à peu près aux différents âges qu'a connu le Comité parisien des œuvres entre 1937 et 1947. Pardon. Dans un premier temps, je reviendrai sur l'évolution, l'institutionnalisation et l'autonomisation d'un comité de coordination locale vers une entité en propre, donc entre 1937 et 1939. Je me focaliserai dans un deuxième temps sur l'année 1937 et 1940, après le début de la guerre, pardon, et je me focaliserai après dans un deuxième temps sur l'année 1941, qui est très importante dans la reprise en main par le système vichiste de
de l'organisation parisienne, avant de revenir dans un troisième temps sur la période 1942 jusqu'à la libération, donc mi-1944, qui sont à la fois la grandeur, qui ont donné la grandeur du comité parisien d'inspiration vichiste et le début de ce déclin en raison de multiples problèmes, notamment d'ordre financier et institutionnel. Et enfin, j'essaierai de balayer dans un quatrième temps, ce qui se passe entre 1944, donc la fin de l'année 1944, la libération, jusqu'aux transformations radicales de 1947, pour voir un petit peu comment est-ce que le comité parisien s'est sorti de la guerre pour pérenniser ce qui avait été mis en place et enfin essaimer en dehors de Paris. Alors, avant ça, il faut bien comprendre que ce comité parisien naît dans une France et dans une région, on va dire, francilienne, qui est extrêmement marquée par les développements de l'université sous la Troisième République. L'université de Paris compte à la fin des années 30 presque un étudiant sur deux, et elle est dans une situation de convergence des publics vers elle, ce qui lui donne sa place de première université de France sur les plans historiques, sur les plans symboliques, du prestige des cours, mais également sur le plan de la dotation financière et donc du nombre d'étudiants, ce qui explique que, couplé avec l'embourgeoisement progressif des étudiants à partir de la fin du 19e siècle, on comprendre ici la paupérisation progressive d'un groupe social jusque-là très marqué socialement par son élitisme. Donc cet élargissement progressif du public étudiant qui fréquente les facultés de l'Université de Paris conduit à l'affirmation de nouvelles problématiques socio-économiques. La crise économique des années 30 et la Première Guerre mondiale ont laissé des traces, notamment sur la question de l'orientation professionnelle et sur la crainte des étudiants avec cette premier élargissement de l'enseignement supérieur de trouver des débouchés à leurs études, mais également des problématiques de logement. Les étudiants ne trouvant pas forcément, les étudiants les moins bien dotés socialement ne trouvant pas forcément les moyens de se loger à Paris, ou encore des questions de santé ou des questions de restauration. Des questions auxquelles l'UNEF, dans un premier temps, et les assemblées générales en France vont tenter de proposer une solution. Je vais revenir très rapidement dessus, ce n'est pas le propos, en créant des œuvres, les premières œuvres sociales étudiantes dans les AG, qui donnent naissance très rapidement au niveau national au Bureau universitaire de statistique pour les questions d'orientation professionnelle et de statistiques étudiantes, ou encore le sanatorium de Saint-Hilaire-du-Touvet en 1933 ouvert en 1933 pour ce qui touche à la question de la santé étudiante, qui est alors un des enjeux majeurs de la période. Pour autant, ces œuvres nationales ont du mal à s'implanter à Paris dans les années 30, puisque en plus, parce qu'à l'époque, donc les AG de l'UNEF servaient de relais local à ces œuvres nationales, mais à Paris, on va dire, pour faire très rapide, que l'agent général de l'UNEF n'existe plus depuis sa dissolution en 1934 pour des questions de finances, et que les structures locales des œuvres nationales n'ont plus de relais possible. Et donc, en 1936 et en 1937, quand Jean Zay lance cet appel, jusque-là très peu entendu, à vrai dire, de création de comités de coordination locale des œuvres rassemblées au sein du comité supérieur des œuvres, autant la chose ne semble en tout cas pas poser véritablement de problème dans les villes universitaires de province, puisque les associations étudiantes sont à même de faire ce relais. À Paris, l'Université de Paris prend donc la charge de mettre en place une structure qui jusque-là n'a pas d'équivalent en France, en tout cas pas de ce que j'ai vu, qui s'appelle donc le Comité parisien des œuvres, et qui donne corps à un réseau d'œuvres, au réseau des œuvres nationales.
À cela s'ajoute la volonté clairement explicitée dans les archives que j'ai consultées de recréer une corporation étudiante, chose faite à partir de 1937 avec la création des corporations étudiantes de l'Université de Paris, à commencer par la Corporation des étudiants en lettres et qui sont réunies au sein de la Fédération des étudiants de Paris. Donc, le panorama historique que je vais dresser débute dans ce contexte-là de l'année 1937 où on lance une institution nouvelle, entre guillemets, qui a pour but de coordonner les œuvres qui existent déjà. Cette institution s'installe dans un appartement du 104 boulevard Saint-Germain dans le 6e arrondissement. Le Comité parisien des œuvres s'installe au mois de décembre 1937, donc juste après sa création par un arrêté du recteur de l'Académie de Paris, dans un appartement de 8 pièces du 104 boulevard Saint-Germain, et sont conviés à l'inauguration des locaux le recteur de l'Académie, le ministre, mais également la direction de l'UNEF, qui formalise la naissance, on va dire, d'une forme d'aboutissement, en tout cas à Paris, d'une forme de cogestion par les étudiants des œuvres parisiennes, d'autant que dans ce qu'on trouve dans les courriers qui ont été échangés en amont de l'inauguration du 104 boulevard Saint-Germain, Alfred Rosier, qui est alors à la tête du comité supérieur des œuvres, avait plaidé pour la reconstitution d'une fédération des étudiants parisiens, d'une assemblée générale des étudiants parisiens, afin d'avoir un véritable interlocuteur étudiant au sein des œuvres parisiennes. La période de 1937-1938 est assez compliquée à étudier parce que le comité parisien n'a pas laissé véritablement de traces autres que des courriers échangés, des courriers relatifs à son installation, à ses évolutions. Donc, on sait que à partir de la rentrée, donc il s'est installé en 1937, il ouvre ses portes au mois de décembre 1937 aux étudiants, et on sait que à partir de la rentrée universitaire 1938, faute d'avoir assez de place dans ses locaux du 104 boulevard Saint-Germain, il est obligé d'ouvrir une seconde antenne, un second local au 15 de la place Saint-Michel pour accueillir notamment les sections locales de l'Office du sport scolaire et universitaire et du centre des étudiants de la France d'outre-mer et le service social de la médecine préventive, qui viennent du coup s'ajouter aux œuvres qui étaient déjà présentes dans les locaux du 104 boulevard Saint-Germain, qui était donc le bureau universitaire d'information sur les carrières, donc l'antenne parisienne du BUS, la section parisienne de l'Office du tourisme universitaire, la section parisienne du sanatorium des étudiants, ainsi qu'un bureau d'accueil des étudiants étrangers. Donc, en plus d'un secrétariat général. Donc, à la rentrée 1938, on sait que le Comité parisien des œuvres regroupe une petite dizaine de services à destination des étudiants sans avoir à l'époque véritablement développé encore ses propres services d'aide. On est uniquement à l'époque dans la coordination de structures déjà existantes. En parallèle de ça, les services du comité parisien vont progressivement, de ce qu'on comprend dans les bilans, notamment financiers du comité, vont progressivement se détacher du comité supérieur des œuvres, auquel ils sont rattachés, auquel ils sont affiliés, on va dire, depuis 1937, pour aller vers une forme d'autonomie et d'indépendance d'abord financière et puis après complète. D'autant que, alors on n'a pas trouvé du tout de traces en tout cas, moi, je n'ai pas trouvé d'exercice comptable pour l'année 1937 et pour l'année 1938, mais l'exercice financier de 1939 nous laisse penser, et notamment les notes qui vont avec au moment de son adoption, nous laissent penser qu'après s'être progressivement décroché du Comité supérieur des œuvres, le Comité parisien des œuvres va être accroché au bureau universitaire de statistique
qui va assurer son financement. Un financement qui, à l'époque, est très faible, puisqu'il est estimé à l'ordre de moins de 30 000 francs annuels. Alors, on ne voit pas très bien comment peut fonctionner un comité qui loue 2 appartements dans Paris et qui embauche à l'époque donc 3 employés. Donc sur le tableau que vous voyez devant vous, c'est exclusivement donc pour les services dits donc ici général, c'est un garçon de bureau, et il finance également un professeur détaché et une dactylographe pour le bureau d'accueil des étudiants étrangers qui ne relève d'aucune œuvre nationale. Mais pour le reste, toutes les autres œuvres financent sur leurs fonds propres le personnel qui est détaché au sein du comité parisien. Donc le comité parisien, pour les années 1937-1938, vit dans une forme de fragilité financière et administrative, visiblement, enfin très floue, très compliquée. D'autant qu'il a un fonctionnement à l'époque qui est très lourd, puisque donc, on l'apprend avec les brouillons les propositions de statut qui ont été travaillées à l'époque. Il fonctionne avec un conseil d'administration qui est composé d'une soixantaine de personnalités qui représentent toutes les écoles parisiennes, qui sont partie prenante de la gouvernance des œuvres, des œuvres du comité, mais également des représentants du ministère de l'Éducation nationale, du rectorat, des représentants des étudiants, des représentants des parents d'élèves. Et ce qui permet, globalement, moi, l'hypothèse que je fais dans mon travail, c'est que ce qui permet de faire fonctionner ce comité parisien, qui fonctionne à une toute petite échelle à ce moment-là, c'est les nombreux doublons qui existent dans les gens qui font fonctionner les instances décisionnaires du comité, à commencer par Alfred Rosier, qui est secrétaire permanent du comité supérieur et qui est également présent à la direction de plusieurs autres œuvres, et qui permet, à mon avis, de faire le lien et de permettre cette existence, on va dire au moins sur le papier, des œuvres parisiennes à cette époque-là. Sur le plan financier, je l'ai dit, le comité parisien ne vit que grâce aux subventions accordées annuellement par l'Université de Paris et la garantie offerte par le Bureau universitaire de statistique. C'est ce que nous laissent penser les demandes de subventions qui ont été faites dès 1937 pour obtenir de quoi s'installer dans les locaux du 104 boulevard Saint-Germain et payer les premiers salaires. À l'époque, Alfred Rosier avait demandé une subvention qui correspondait donc à 30 000 francs versés par l'Université de Paris, mais également une subvention non versée, enfin non perçue plutôt, par l'ancienne AG de Paris, dissoute en 1934. Et donc, il demandait à ce que lui soit versée, dire rétroactivement, cette subvention, ainsi qu'une subvention du ministère des Outre-mer pour faire fonctionner le bureau d'accueil des étrangers. On sait que aucune de ces subventions, enfin, ni la subvention accordée à l'AG de Paris, ni la subvention du ministère des Outre-mer ne sera versée, et que c'est uniquement la subvention de l'Université de Paris qui permettra de faire fonctionner le bureau, le comité parisien des œuvres sur la période. Ça n'empêche pas le comité de continuer son développement, puisque l'incessante en fait, il faut bien comprendre que tout au long de la période, c'est l'incessante et permanente réorganisation des services du comité qui nous donne une certaine visibilité sur les évolutions et les différentes volontés qui sont derrière ces projets d'évolution. Et la première évolution notoire du comité, qui nous permet du coup d'attester son développement à Paris, c'est le projet d'organigramme qui est présenté par Alfred Rosier en mars 1939 et qui est adopté dans la foulée au mois de juin par le conseil d'administration que vous voyez ici, et qui présente l'évolution du comité sur les 3 premières années les 2 premières années de son existence. Donc on retrouve les œuvres qui existaient déjà, dont j'ai déjà parlé,
le bureau universitaire d'information sur les carrières, le sanatorium des étudiants, l'office du travail universitaire, l'office du sport, le bureau d'accueil des étudiants étrangers, le comité étudiant oui, c'est ça, des étudiants de la France d'outre-mer, des étudiants de la France d'outre-mer, et on voit apparaître un certain nombre de nouvelles sections qui attestent du développement à partir de 1939 du comité. Je reviendrai un tout petit peu plus tard sur la question du financement de ces évolutions, parce qu'elle n'est pas évidente quand on sait du coup que le comité fonctionne avec très peu de moyens au tout début. Donc, les deux plus importantes, enfin les trois plus importantes, qui ne sont pas forcément bien présentées ici, c'est donc le comité d'alimentation qu'on voit tout en bas, la section artistique juste en dessous, et l'émergence de cette question sociale et médicale qu'on voit apparaître à la fin des années 30. Elles traduisent l'investissement et le dépassement du comité parisien au-delà des prérogatives fixées par, on va dire, le réseau des œuvres jusqu'alors. Donc, en plus de proposer des permanences pour les œuvres nationales, le comité développe sa propre spécificité sur des questions sociales et culturelles. Et développe donc ce qui va devenir également un des services clés du comité qui le suivra tout au long de la période que j'ai étudiée, c'est-à-dire le service social. Un investissement qui va se confirmer dans les années, en tout cas en 1940, puisque les deux commissions, donc la commission donc de l'alimentation et celle de la section artistique, vont devenir, donc pour la deuxième section, des activités culturelles, et pour la première, le service des restaurants. Enfin, avec donc ça, c'est un projet qui a été présenté, qui a été voté à l'été 1939, donc juste avant, à la fois donc, le début de la Deuxième Guerre mondiale, mais surtout ce qui nous intéresse, nous, le dépôt au mois d'octobre des statuts de l'association du Comité parisien des œuvres à destination des étudiants. Et donc, cette photo, enfin, cet organigramme que vous voyez là fige le fonctionnement qui aurait dû être celui du comité parisien, en tout cas celui qui a été pensé comme étant celui du comité parisien, mais qui malheureusement, au vu des événements, enfin malheureusement non, qui au vu des événements ne s'est pas concrétisé. Parce que la guerre et la mobilisation, surtout la mobilisation générale, à la fois des étudiants, mais également du personnel, à commencer par Alfred Rosier, va bouleverser complètement l'organigramme de fonctionnement du comité parisien. Et donc, on sait notamment dans une note déplacer en province et suivre l'administration de l'éducation nationale. Et donc, ce bref compte-rendu qui détaille la situation des œuvres nous confirme à la fois que le comité parisien existe véritablement et qu'il est pris au sérieux, on va dire, par les administrations, et que son organigramme est bel et bien celui que je vous présente ici. Pour autant, son conseil d'administration et son bureau du conseil d'administration est considérablement revu, puisque le comité restreint du COPAR, qui fonctionne pour la période de la drôle de guerre, comprend un nombre restreint d'acteurs, donc le recteur de l'Académie de Paris, qui est le président officiel de l'association du comité, un délégué général qui remplace Alfred Rosier, qui est mobilisé à l'époque, et une série d'acteurs représentatifs des publics du comité. Donc, le directeur de l'Institut national de l'orientation professionnelle, le vice-président de l'UNEF, un représentant de la Fédération des parents d'élèves et une directrice, d'ailleurs il y a une faute, une directrice de lycée. La période de la guerre est très floue pour le comité. On ne sait pas véritablement dans quelle mesure ses actions, enfin, il va véritablement, on ne sait pas dans quelle mesure le comité va véritablement continuer son activité durant cette période de la drôle de guerre. On sait uniquement qu'au moment de l'armistice en 1940,
en juin 40, le comité compte un certain nombre de sections qu'on a déjà vues et qui sont donc le service des restaurants, dont on a vu qu'il avait déjà changé de nom plusieurs fois, le service du logement, pardon, qui est issu de ce même comité de l'alimentation qui s'est développé, le service des activités culturelles, le service d'accueil des étudiants étrangers et les différentes sections des œuvres nationales, à commencer par le BUIC, la section parisienne de l'Office du tourisme universitaire, ainsi que le CEFOM. Et le service social, dont certains disent qu'il s'est arrêté pendant la période, et d'autres, à commencer par Alfred Rosier dans une note de 1941, expliquent qu'au contraire, il a continué son service durant les premiers mois d'occupation. C'est un énorme flou qui ne nous permet pas véritablement de savoir comment fonctionnait le comité parisien avant la rentrée 1940. Et c'est exclusivement c'est là que la question des finances, sur lequel j'étais très rapidement passé, nous aide un petit peu à l'éclairer, puisque on sait qu'à l'époque, donc c'est uniquement à partir de 1939 que les dépenses du comité parisien vont plus ou moins se réguler. Donc, sur le graphique que vous avez en face de vous, on voit les exercices reconstitués, donc les dépenses reconstituées en 1938, en 1939 et en 1940. Et il faut bien comprendre que les exercices qui nous sont parvenus ne se focalisent que sur 1939 et 1940. On sait uniquement que le comité a touché une subvention rétroactive en 1939 et qu'il avait alors un déficit de plus de 30 000, de plus important que cette subvention. Donc, on sait que les dépenses effectives nous permettent de dire que les salaires ont été versés jusque pendant la guerre. Donc, pendant les premiers moments de la guerre, au moins jusqu'à juin 40. Donc, on sait que le comité, en tout cas, a tourné sur le plan financier jusqu'à cette époque-là, sans véritablement savoir dans quelle mesure est-ce qu'il accueillait un public étudiant. Et on sait que pour l'année 40, il va même jusqu'à terminer d'éponger les dettes de l'installation et des 2 premières années du comité, pour aller jusqu'à dégager un tout petit excédent budgétaire de 1600. Perdu le son. Pardon. J'ai perdu le son. Ah. Il va revenir. Bon, à dégager un tout petit excédent de 1600 francs. Ça nous permet également de voir, ce sur quoi je m'étais focalisé tout à l'heure, de voir que le budget du comité, il évolue de manière croissante. Alors, à noter que l'exercice 1937 est un peu faussé, puisqu'il est aussi, il prend en considération, on va dire, les tentatives d'épuration du déficit du comité, et que c'est véritablement le budget pour 1940 qui nous informe sur cette progression, alors que le comité donc loue 2 appartements qui font office de bureau et emploie désormais à cette époque-là une personne supplémentaire, donc 4 personnes, et accueille donc 9 sections administratives. L'année 1941, alors on bascule pas tout de suite sur 1941, ça commence à partir véritablement du 2e semestre 1940 avec la rentrée universitaire 1940 qui est particulièrement bouleversée et qui achève complètement de bouleverser les fondements de cette petite stabilité que s'était construit le Comité parisien des œuvres depuis 1937. Le recteur Roussy est forcé de démissionner il démite ses fonctions après la manifestation du 11 novembre, comme vous le savez, et il est d'abord remplacé par le directeur de l'École normale supérieure. Et en plus de ce départ on va dire du patron, de celui qui à l'époque servait de tutelle, on va dire de personnalité de patronage du comité, vient s'ajouter Guillaume de Tournemire, qui à l'époque est un commandant de cavalerie, qui est nommé par le secrétaire général à la jeunesse. Alors,
voilà, ça fait partie de ces premières figures qui ne vient pas du tout du monde universitaire ni du monde étudiant. Il n'est pas allé à l'université et qui est nommé à la rentrée 1940 pour prendre la tête du comité parisien des œuvres via une coquille administrative qui s'appelle le service des étudiants parisiens. Donc, avec ces deux événements, les fondements de la stabilité du comité sont complètement remis à plat et à partir de 1941, le secrétariat général à la jeunesse va prendre en main, via ce fameux chef du service des étudiants, on va dire, va tenter de prendre en main la destinée du comité parisien. C'est d'ailleurs à cette date, donc au début de l'année civile 1941, que le secrétariat général à la jeunesse informe la direction du comité parisien, donc qui à l'époque est encore le comité parisien, de son déménagement au 15 de la rue Soufflot, locaux qu'il occupera qu'il occupera durant toute l'occupation et après. Et les statuts sont ensuite réformés en janvier 1941 afin d'inscrire dans le marbre la tutelle du secrétariat général à la jeunesse. Le conseil d'administration est également remodelé complètement pour faire rentrer 5 représentants du secrétariat général à la jeunesse qui viennent qui viennent remplacer les quelques représentants de l'enseignement secondaire qui étaient déjà présents au sein de l'énorme conseil, donc des 60 à 65 membres du conseil d'administration du comité parisien. Et afin de contrôler plus directement le comité parisien, le recteur de l'Académie de Paris, donc à l'époque Jérôme Carsopino, crée cette fameuse coquille administrative du service des étudiants parisiens, qui est un organisme distinct, qui est composé, donc il faut bien comprendre qu'à cette époque-là, ce fameux service des étudiants parisiens n'a d'ailleurs pas, jusqu'à 1943, d'existence légale ou réglementaire. Il est mentionné par les arrêtés rectoraux, mais ne correspond à aucun texte de fondation. C'est-à-dire que donc ce fameux recteur institue il n'institue pas, au contraire, il explique noir sur blanc dans son arrêté qu'il existe une commission permanente dite du service des étudiants parisiens qui comprend 4 personnalités, un représentant du recteur, donc en la personne du secrétaire général de l'Université de Paris, un représentant du secrétariat général à la jeunesse, un représentant, donc le secrétaire général du comité supérieur des œuvres, et un représentant étudiant qui place qui échoit à François de Lescure en tant que représentant de l'UNEF en zone occupée. De plus, il place cette fameuse commission permanente du service des étudiants parisiens qui a pour ambition, ambition qui n'est absolument pas cachée, hein, de prendre le contrôle du comité parisien sous la tutelle du commissaire régional du secrétaire général à la jeunesse, à savoir le fameux Guillaume de Tournemire, qui devient le chef officieux du service des étudiants. Ça n'empêche pas le comité parisien, malgré ces quelques développements institutionnels, de continuer son développement de service. Et l'organisation du comité parisien, donc pour la partie service aux étudiants, à ne pas confondre avec la partie service des étudiants, est réorganisée de manière assez claire à l'été 1941. On trouve dans les comptes rendus de la commission permanente, donc qui se réunit une fois par mois, ce projet, donc qui atteste du développement sans précédent des œuvres parisiennes. Alors, il y a énormément de noms qui reviennent. Donc, on voit par exemple sur la question du service des loisirs, qui est l'ancien service des activités culturelles, que c'est toujours le même nom et que c'est la même personne globalement qui s'occupe de tous les services proposés. Mais ça atteste du développement jusque-là inégalé du comité parisien, qui se détache très progressivement
des œuvres nationales et passe d'une institution de coordination à une institution de création, on va dire, de services propres. D'autant qu'on voit arriver certains éléments qui vont revenir très souvent dans la suite de l'histoire du comité, à savoir les maisons des facultés, sur lesquelles je reviendrai un petit peu, mais également la question des restaurants et ce qu'ils appellent un petit peu pompeusement l'aide aux étudiants, mais donc ce qui correspond aux aides sociales, enfin, aux services en tout cas sociaux. Pour autant, le graphique que je vous présente là n'est pas le dernier de l'année 1941, puisque tout au long de l'année de cette année-là, le service des étudiants va réorganiser l'organigramme du comité parisien par le biais de projets qui seront plus ou moins publicisés. Et c'est par le biais de cette réorganisation permanente que le comité parisien intègre progressivement, très progressivement, via le service des étudiants, l'appareil du secrétariat général à la jeunesse. À tel point qu'à la fin de l'année 1941, le comité parisien des œuvres se développe autour de 2 axes. Donc, il récupère la tutelle de l'Université de Paris avec le secrétariat général de la jeunesse, et on voit à la fin de cette année 41 la structure globale de ce que sera le comité pour les 2-3 années à venir. Alors, c'est un petit peu compliqué, je suis désolé, mais il faut bien comprendre que entre le premier projet que je viens de vous présenter et celui-ci, s'est écoulé 6 mois, et que pendant ces 6 mois, le représentant du secrétaire général à la jeunesse, Pierre de Chevigny, et le secrétaire permanent du comité supérieur des œuvres, Alfred Rosier, se sont livrés une bataille pour savoir quelle vision du comité parisien allait triompher. Le premier ambitionne purement et simplement de supprimer, les deux en fait, ambitionnent purement et simplement de supprimer le comité parisien au profit du service des étudiants. Le premier, qui représente le secrétaire général à la jeunesse, a pour ambition non cachée de mettre la main sur les services qui ont été développés avant la guerre, et le deuxième, de préserver, de maintenir, selon la formule consacrée, les œuvres parisiennes, quitte à faire disparaître le comité parisien des œuvres en tant que quantité légale. C'est un choix aucune des deux propositions que je ne vous mets pas là ont été retenues, parce que le comité parisien est à l'époque la seule organisation qui existe sur le plan légal et la seule qui est immatriculée et reconnue tant par le secrétaire général à la jeunesse que par l'occupant allemand. Donc, ce sont des numéros d'immatriculation qui sont nécessaires au bon fonctionnement, notamment financier, de la structure. Et c'est la première raison pour laquelle le recteur de l'académie, en lien avec le secrétaire général à la jeunesse, décide de maintenir le comité parisien en le plaçant directement sous la coupe de cette commission permanente qui fait désormais office de bureau du conseil d'administration. Et on divise les œuvres et les services proposés entre l'ancien comité, donc le regroupement des quelques œuvres nationales qui sont encore présentes au comité parisien, ainsi que les services sociaux, et ce qui correspond plus ou moins à l'ancien service étudiant sans qu'il ait jamais véritablement existé d'ailleurs, ce sont toutes les créations du service, du comité parisien durant l'année 40 et 41, à savoir donc les maisons des facultés, mais également les centres de travaux et d'échange de livres, sur lesquels je reviendrai après. Ça permet notamment de mettre l'accent sur le développement de cette aide aux étudiants qui est voulu comme l'axe premier du service des étudiants, qui d'ailleurs, le comité parisien, s'il ne disparaît pas sur le plan légal, disparaît complètement du fonctionnement administratif courant et des échanges qui sont faits entre les différents services du comité. On ne parle plus que du service des étudiants, et le comité parisien ne revient que pour les questions de finances, puisque le secrétariat général à la jeunesse oblige très rapidement le comité et le service des étudiants à ne faire qu'une seule et même entité fiscale, puisque dans un premier temps, les représentants du SGJ ont tenté
de faire passer les subventions du comité parisien, pour les faire contrôler par le service des étudiants, pour les faire revenir au comité parisien. Et face à la lenteur et le caractère très lourd de ces procédures administratives et très coûteuses, le secrétariat général à la jeunesse a très clairement expliqué à ses représentants qu'il fallait arrêter et que l'abandon de l'autonomie financière du comité parisien n'aurait pas lieu et qu'il fallait désormais se contenter de celui-ci pour ce qui était des finances. Mais la question des aides aux étudiants est complètement autre chose, puisque cette absorption du comité parisien par le service des étudiants n'empêche absolument pas son développement. Et les points les plus importants de cette année 1941, c'est la création des fameuses maisons de faculté et des centres de travaux pour la jeunesse intellectuelle, donc abrégé CTJI, qui sont ici représentés par les centres de travaux 1 et 2. Les maisons des facultés, les maisons et les centres de travaux, j'aurai l'occasion de revenir dessus un tout petit peu plus tard. D'autant que c'est le seul moment où je vais pouvoir vraiment parler de la question des restaurants, puisque les restaurants, les services de restaurants sont un problème pris à bras-le-corps par le nouveau service des étudiants, qui va développer de manière inégalée jusqu'alors le nombre de repas qui sont servis chaque jour à Paris pour les étudiants, qui sont représentés donc dans ce tableau, et par le nombre de places, donc entre la commission permanente du 3 février 1941 et celle du 11 avril 1941, on voit que le service des étudiants a réussi à ouvrir presque 1500 places dans la restauration universitaire parisienne. Et c'est un chiffre qui ne va pas cesser d'évoluer. À tel point qu'à la fin de l'année 1941, comme on peut le voir sur la carte qui est présente ici, les services du comité parisien se sont considérablement développés pour émailler tout le quartier latin. Et donc, on voit bien que les bureaux du 15 de la rue Soufflot regroupent encore les œuvres nationales et que, globalement, le comité parisien, le service des étudiants a trouvé le moyen de disséminer partout dans Paris les diverses institutions qu'il propose aux étudiants. À tel point que donc voilà le bilan des services qui existent au comité parisien, qui sont les mêmes que sur la carte, qui sont la carte précédente, mais qui donnent à voir de quelle manière est-ce que le comité parisien, le service des étudiants, s'est développé tout au long de cette première année qui est charnière, parce qu'elle pose les bases à la fois de l'organisation et de la tentative de reprise en main et du développement des services. On va dire que le plus compliqué arrive désormais, puisque à l'automne 1941, Guillaume de Tournemire quitte la direction du service des étudiants pour prendre la tête d'une organisation de jeunesse maréchaliste, et il est remplacé dans un très grand flou par un nouvel administrateur, un nouveau responsable du service des étudiants, qui s'appelle François Veillé-Lavallée, et sur laquelle je n'ai pas trouvé d'indication quant à son parcours, ni avant ni après la guerre. Mais lui va partir de ce qui a été fait par Guillaume de Tournemire et le secrétariat général à la jeunesse en 1941 pour maintenant développer les services propres au comité parisien, dont voici l'organigramme pour l'année civile 1942. Le côté très novateur de ce nouvel administrateur, c'est que lui ne va pas du tout avoir pour ambition de reformuler, de rénover constamment l'organigramme du comité parisien des œuvres et du service des étudiants, comme c'est son prédécesseur, mais il va mettre en place un certain nombre de réformes internes qui vont permettre au comité parisien de suivre plus aisément les évolutions décidées par, on va dire, les bases sur lesquelles arrive François Veillé-Lavallée, le nouveau chef du service des étudiants, à l'hiver 1941 pour une prise de poste théorique au 1er janvier 1942. Donc, sur la période qui s'ouvre entre 1942 et l'été 1944, il va considérablement développer la bureaucratie
et la dépendance du comité parisien vis-à-vis de Vichy. La première évolution notable de son mandat, c'est la disparition pure et simple d'Alfred Rosier des organigrammes suivants, puisque on avait bien compris en lisant les différents échanges et les oppositions dans lesquelles il était à l'automne précédent, 1941, quant aux réformes du comité parisien, qu'il était plus ou moins sur la sellette. Et à partir de la prise de fonction de François Veillée-Lavallée, on lui fait comprendre qu'il a déjà beaucoup à faire au sein des autres œuvres universitaires et que sa présence n'est plus forcément indispensable au sein de l'organigramme du comité parisien. Dans les faits, les choses ne changent pas véritablement, puisqu'il reste membre en tant que secrétaire permanent du comité supérieur de la commission permanente qui n'est pas présente sur l'organigramme, mais qui continue de contrôler le comité, en tout cas d'expédier les affaires courantes du service des étudiants. Et donc, sa disparition formelle n'a pas beaucoup de conséquences sur le fonctionnement du comité. L'autre chose, c'est les conséquences que vont avoir les décisions prises par le nouveau chef du service des étudiants sur les 2 années et demie de son mandat. La première, ce sont, on va dire, la dérivation progressive du comité parisien vers les objectifs politiques et idéologiques de la Révolution nationale et de la France de Vichy, sous couvert toujours du développement du service aux étudiants. À partir de la rentrée universitaire 1942, donc la première rentrée universitaire que fait François Veillée-Lavallée, les étudiants, il explique clairement aux responsables de centres, donc les différents centres des institutions dites extérieures, que les étudiants étrangers ne sont plus les bienvenus dans les différents événements organisés par ces centres. Le comité parisien est également tenu de faire appliquer le numerus clausus des étudiants juifs dans ses murs, et il veille, à la demande plusieurs fois formulée du secrétariat général à la jeunesse, à vérifier la présence, entre guillemets bien sûr, d'éléments juifs au sein des bâtiments. Enfin, il ne fait pas que se conformer aux directives déjà en place, il prend l'initiative en participant pleinement à la promotion du service du travail obligatoire pour les étudiants, en organisant des cellules d'aide pour les étudiants mobilisés, avec différents relais en Allemagne, en proposant des mobilisations pour des volontaires, pour le service du travail obligatoire, et en relayant notamment des offres de camps de travail avec objectif de rendement ou des offres d'emploi pour animer ces camps-là. Si le service des étudiants et le comité parisien ne sont pas clairement à l'initiative de propositions, ils appliquent, on va dire avec beaucoup de zèle, les demandes de l'État français et vont jusqu'à créer en janvier 1944 un service de renseignement du STO au cœur même du service des étudiants, puisqu'il est basé au 15 de la rue Soufflot. Donc, sur ce volet dépendance à l'État, sur le plan idéologique, s'ajoute la volonté qui s'affiche de plus en plus d'endoctriner les étudiants parisiens. Et ça, c'est une politique qui relève distinctement du service des étudiants. On n'a pas trouvé trace d'échange entre le chef du service des étudiants et le secrétariat général à la jeunesse. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas, ces échanges, mais tout ce qu'on trouve, ce sont des notes de service où François Veillée-Lavallée demande de manière répétée aux responsables de centre, donc toujours ces fameux maîtres de maison de faculté et les chefs des centres de travaux pour la jeunesse intellectuelle, d'organiser des cercles d'études où la parole du maréchal Pétain est non pas mise en débat, mais sert de fondement à des discussions d'ordre politique. Et il est par ailleurs demandé à ces mêmes responsables de centre d'incarner une figure d'autorité et de ne surtout pas laisser planer le doute sur une absence de fidélité au maréchal ou aux valeurs de l'État français, afin de préparer les jeunes à leur devoir d'État. Donc ça, c'est sur la dépendance, on va dire, idéologique du comité parisien, enfin, du service des étudiants au régime de Vichy. Il y a également une autre forme de dépendance qui est très liée, qui est la dépendance financière du comité parisien
et du service des étudiants, puisque le budget du service des étudiants explose littéralement sur la période 1942-1944. On sait, je l'ai dit tout à l'heure, que le comité parisien a commencé en 1938 avec 30 000 francs. Il arrive en 1939 avec 127 000 francs. Mais il franchit la barre des 8 millions de francs annuels en 1942 et il atteint les 17 millions de francs en 1943, notamment grâce aux aides substantielles du secrétariat général à la jeunesse qui n'hésite pas à contacter des prêts au nom du service des étudiants auprès du Secours national, qui permet un développement ininterrompu des différentes œuvres dont nous avons déjà discuté. On apprend d'ailleurs en 1943 que le secrétariat général à la jeunesse dispose d'un budget annuel, donc jusqu'à 1943, de 30 millions de francs et qu'il en accorde près de la moitié aux œuvres universitaires, toutes œuvres confondues, et que pas loin de 7 millions de francs sont accordés au service des étudiants parisiens, que ce soit sous la forme de prêts contractés au nom du secrétariat général de la jeunesse ou de dotations sur fonds propres en 1943. Donc, le secrétariat général à la jeunesse est véritablement un pôle de financement, le premier pôle de financement du comité parisien et du service des étudiants. D'un autre côté, au-delà de en plus de cette dépendance à Vichy qui s'installe, le nouveau responsable du service des étudiants, à la différence de son prédécesseur, entend contrôler directement toutes les œuvres du service. Ça se voit d'ailleurs beaucoup dans l'organigramme que vous avez sous les yeux, puisqu'il n'existe quasiment plus d'intermédiaire entre le chef du service et les œuvres qui sont toutes réparties sur le même plan. Les institutions, les organismes d'entraide et d'institutions extérieures ne sont que des coquilles qui permettent d'agglomérer les différents centres. Ainsi, il met en place un fonctionnement, je l'ai dit, très bureaucratique, très poussé, et des procédures qui placent chaque acteur du comité parisien dans une forme de dépendance, presque une dépendance, on va dire, informationnelle, puisque les agents du comité, qui sont répartis donc en 2 pôles, je l'ai dit, sont convoqués en réunion hebdomadaire ou bimensuelle. Tous sont dans l'obligation de transmettre des notes de liaison très fournies en faisant des comptes rendus au jour près des activités de leur service ainsi que la liste des membres qui sont présents dans leur centre. J'ai consulté notamment les comptes rendus qui ont été faits pour la maison de la faculté de lettres et c'est assez édifiant de voir comment est-ce que le responsable de la maison de la faculté de lettres détaille au jour près, voire parfois à l'heure près, le fonctionnement de sa maison en notifiant bien pour chaque jour qui est présent au sein de la maison. Par ailleurs, toutes les communications qui émanent d'un des services du comité parisien doivent être visées avant d'être envoyées par François Veillé-Lavallée et seule son équipe, donc le secrétariat général et le service financier disposent de délégations de signature. Les appels téléphoniques vers l'extérieur pour les centres sont tout simplement interdits et la propagande des maisons et des centres de travaux doivent être vérifiées et bien évidemment, toute communication directe avec la presse est prohibée. Donc, il met en place, on va dire, une coquille très hermétique qui du coup pousse les individus et les membres du service des étudiants, les acteurs du service des étudiants, dans de nouvelles formes d'échanges qu'il met lui-même en place, puisque donc il crée des processus, on va dire, très informels par le biais de dîners et de rappels permanents pour manquement à la procédure. Donc, on assiste à toute une liste sur la période 1942-1943. Les maîtres et les responsables de maison et les responsables de centre sont convoqués en moyenne une fois toutes les 2 à 3 semaines à soit une réunion, et puis progressivement ces réunions vont se transformer en dîner à propos de la situation, de leur situation de centre, mais également de la situation globale du service des étudiants. Donc, il s'assure que, globalement, aucune information ne lui échappe. Et d'un autre côté, énormément de notes de service sont communiquées chaque jour pour rappeler aux acteurs
leurs obligations, donc notamment les différents manquements qu'il peut y avoir sur la déclaration, enfin, des choses qui peuvent paraître très tribales, mais qui va de la déclaration des jours de congé jusqu'à des erreurs dans la formulation et l'organisation des notes de liaison. En d'autres termes, c'est une politique de gestion des œuvres qui repose principalement sur la discipline et la permanence des échéances. C'est-à-dire qu'à chaque échéance arrivée à terme, les acteurs du comité parisien doivent faire face à une nouvelle échéance qui ne leur donne pas véritablement le loisir de faire autre chose. Donc, au-delà, donc, dans le cadre de cette nouvelle bureaucratie du service, la période 1942-1944 est quand même particulièrement, permet au service des étudiants de continuer son développement. Et c'est là que je vais en venir sur les différents organes qui composent ces fameuses institutions extérieures et qui sont le cœur de l'exercice, on va dire, du comité parisien et du service des étudiants sur la période. À commencer par les maisons de faculté. Donc, les maisons de faculté, ce sont des édifices qui ouvrent à partir de l'été 1940 pour la faculté de droit jusqu'à la rentrée 1942 pour la dernière en date à ouvrir, donc la maison de l'école des beaux-arts. Entre-temps, la maison de la faculté de lettres ouvre en septembre 1941, celle de médecine en janvier 1942 et celle de sciences en juin 1942. Donc, ce sont des maisons, donc des centres qui accueillent les étudiants et leur proposent un certain nombre de relais des œuvres du service des étudiants du comité parisien, mais également un certain nombre de services et qui sont propres à chaque maison et à chaque discipline enseignée. Et elles deviennent, ces maisons, les véritables lieux d'existence des œuvres à Paris. Toutefois, il est opportun de signaler qu'elles fonctionnent selon une distinction très nette entre les étudiants qui sont considérés comme membres de ces maisons et qui se sont engagés à produire. Alors, on ne sait pas très bien ce que signifie le terme produire, mais François Veillée-Lavallée insiste énormément dans ses notes de service pour que les étudiants s'inscrivent dans une démarche à l'inverse de l'oisiveté et de ce qui est considéré comme, par le régime de Vichy comme on va dire, une attitude dégradante. Et donc, si j'ai bien compris, on demande aux étudiants qui sont régulièrement inscrits dans les maisons de faculté de s'inscrire pleinement dans les processus en moins intellectuels du régime de Vichy. Et par le biais d'incitations sélectives, on leur offre un certain nombre d'avantages, à savoir des camps de vacances, des formations, des ateliers, qui permet d'avoir une distinction nette entre les simples visiteurs qui ne profitent pas véritablement des maisons et les étudiants qui sont poussés à toujours plus s'engager au sein de ces structures. D'autant que l'objectif affiché plusieurs fois par François Veillée-Lavallée reste bien d'endoctriner et d'embrigader ces étudiants au sein des maisons. Enfin, à côté, on a les centres de travaux pour la jeunesse intellectuelle, qui sont donc 2 établissements qui ouvrent en 1941 pour le premier, donc dans les anciens locaux du comité parisien au 104 boulevard Saint-Germain, et le deuxième en janvier 1942 au sein d'un local cours du commerce Saint-André des Arts. Et donc, ce service propose des emplois rémunérés aux étudiants en échange de travaux dans diverses institutions du quartier latin. Donc, ça va de la bibliothèque de la Sorbonne à différentes bibliothèques ou même d'emplois administratifs au sein des institutions universitaires. On estime qu'en 1943, le budget de ces centres était chiffré à plus de 2 millions de francs sur 17 millions, soit à peu près 18% du budget annuel du service. Pour des questions politiques, les centres ne vont être fermés sur demande du secrétariat général à la jeunesse, mais je reviendrai très brièvement dessus après. Enfin, la dernière chose, c'est que le service des étudiants reste un point nodal des œuvres, en général, des œuvres nationales et des structures nationales des œuvres. Il n'y a plus autant d'œuvres qu'au début. Il reste exclusivement donc, celles qui sont présentées ici, donc le service du bureau universitaire d'information sur les carrières, donc une dépendance du BUS,
le service du sport universitaire, du service du sport scolaire et universitaire. Et pour le reste, le comité parisien et le service des étudiants a supplanté complètement ses activités en proposant ses propres activités, notamment. Ça ne fonctionne pas. Bon, tant pis. En proposant ses propres activités, notamment sur le plan du tourisme et des activités culturelles. Et ça va être la même chose pour assistance légale, et qu'à ce titre, les versements pour l'année 1942 n'auraient jamais dû intervenir, et que celui pour l'année 1943 ne pourra intervenir que si le service régularise sa situation sur le plan légal. Ces choses faites à partir du mois de juin 1943, mais on voit bien que la seule véritable année faste sur le plan de la stabilité, le plan du financement et le plan du développement, entre guillemets, c'est l'année 1942 où, globalement, le comité parisien et le service des étudiants ont réussi à se maintenir à flot tout en continuant le développement de manière pérenne, et qu'à partir de 1943, les ennuis vont commencer à s'accumuler. Les bombardements de la région parisienne se font de plus en plus fréquents. La question de la défense passive, qui avait disparu des préoccupations des Parisiens, revient sur le devant de la scène. La question du ravitaillement va également commencer à sérieusement se poser pour les services des restaurants. La question du financement également va se poser, comme on l'a vu, puisque le service des étudiants ne peut plus se tourner vers le secrétariat général à la jeunesse, qui refuse de financer des activités qu'il ne considère pas, ou tout simplement qu'il ne peut plus financer. Et c'est pourquoi que l'unique chose qui permet de maintenir le comité à flot pour l'année 1944, ce sont des prêts concédés par le Secours national. Enfin, je vais terminer très brièvement sur la fin de la guerre. L'après les déboires de l'année 1944, enfin plutôt le premier semestre 1944 se clôture avec la libération du territoire français et, on va dire, le retour en grâce du comité parisien. Mais ce qui manque surtout dans le comité parisien, c'est, on va dire, ses responsables administratifs. La plupart des directions de maison ont disparu, les responsables de centre ne sont plus en poste, et François Veillée-Lavallée, qui était le chef du service des étudiants, a quitté brutalement Paris lors de la libération, menacé lors de l'occupation du 15 de la rue Soufflot par les étudiants. Pour autant, si les responsables administratifs du service des étudiants ne sont plus là, la mécanique du comité reprend et n'est que partiellement ralentie, avec à sa direction Alfred Rosier, qui revient et qui incarne, on va dire, la permanence des œuvres depuis 1936, et qui reprend son poste à la direction, cette fois, du comité parisien. Le recteur Gustave Roussy est également réintroduit dans ses fonctions d'avant-guerre, et le service des étudiants est officiellement dissous par arrêté rectoral au début du mois de septembre 1944. Et le comité parisien réhabilité. Très rapidement, Alfred Rosier va passer la main au directeur de la maison de la faculté de lettres, Pierre-Aimé Touchard, qui va incarner, on va dire, la fin de la période qui nous intéresse. Sur la fin de l'année 1944 et l'année 1945, on va dire, la première étape, c'est celle du bilan. Les comptes du comité parisien sont épurés sur les 3 années, donc 1941, 1942, 1943 et une partie de 1944, sans pour autant trouver de véritables irrégularités, autres que celles déjà soulevées du financement plus ou moins évident de la collaboration. Enfin, on relance les structures des œuvres telles qu'elles furent laissées par le service des étudiants et l'administration du régime de Vichy. Il y a très peu de ménage qui est fait, notamment sur le plan de l'épuration. Le comité parisien est très peu, de ce que j'ai en tout cas pu consulter dans les dossiers du personnel, très peu confronté à cette question de l'épuration, en dehors de quelques erreurs de jugement et du limogeage du responsable de la librairie du Maréchal, à qui on a expliqué que ça ne faisait pas bon augure de garder quelqu'un qui avait été à la tête d'une institution qui portait ce nom-là. Le comité est très peu concerné par l'épuration, voire s'en désintéresse clairement, comme le montre le cas de M. Bongrand, qui a été directeur pendant 4 ans de la maison de la faculté de lettres, nommé par la suite responsable du service du travail obligatoire au sein du service des étudiants, et que le comité parisien, par un tour de passe-passe administratif,
refuse de déclarer comme à la commission d'épuration au prétexte que son poste au service, au service du renseignement du STO ne relevait pas du comité parisien, mais du secrétariat général à la jeunesse, et qu'à ce titre, il ne fait pas partie des membres qui ne fait plus partie des membres du comité parisien et ne peut donc pas être considéré comme suspect de collaboration. Enfin, la véritable question qui se pose après la guerre, c'est la question de, on va dire, ce que moi j'ai appelé l'ultime institutionnalisation, puisque on va dire que le réseau des œuvres, donc non plus le comité parisien, mais le réseau des œuvres, retrouve une certaine densité avec les arrêtés ministériels de 1946 et 1947. Et là, le comité parisien joue un rôle très net dans l'inspiration du nouveau réseau national des œuvres. Avec l'arrêté du 13 septembre 1946, le ministre de l'Éducation nationale entame une profonde rénovation du réseau des aides sociales. Il reprend les fondements de l'arrêté de 1936 et transforme le comité supérieur des œuvres en comité supérieur des œuvres en faveur de la jeunesse scolaire et universitaire, qui a désormais pour mission de produire des statistiques participant officiellement à l'élaboration des politiques publiques étudiantes et à coordonner un réseau d'œuvres sociales. À partir de 1946, on met sur pied un réseau de centres régionaux, de comités régionaux des œuvres, un par académie. Pour autant, la mécanique va va rapidement s'arrêter sans qu'on sache véritablement, enfin, je n'ai pas trouvé trace du contenu de la commission parlementaire qui avait été missionnée par le ministre pour évaluer l'intérêt de cette réforme. Toujours est-il qu'après un certain nombre de décisions, on va dire la période s'arrête définitivement au mois d'août 1947, au moment où le ministre signe l'arrêté portant organisation du réseau des œuvres tel que nous la connaissons à peu près aujourd'hui, avec un centre national des œuvres universitaires et 16 universités en France qui se partagent 16 centres régionaux des œuvres universitaires. Voilà. Enfin, afin de pousser la logique un peu plus loin, j'ai tenté de voir dans un rapport de 1949, pour l'année 1948-1949, ce qu'était devenu le comité parisien que j'avais étudié pendant l'occupation. Et c'est l'organigramme que vous avez sous les yeux. Et on voit notamment que le service culturel qui n'existait que très peu, alors je suis désolé, c'est un peu petit, le service culturel qui n'existait que très peu avant la guerre a été repris presque tel quel par le comité parisien d'après-guerre, avec les maisons de faculté qui existent toujours, un bureau d'accueil pour les étudiants étrangers qui existe toujours, des camps de vacances pareil, le service des sports qui a été maintenu, auquel on a adjoint donc, un comité du cinéma universitaire, un service de radio qui arrive après la fin de la guerre. Et quant à l'organigramme du service dit de vie matérielle tel qu'il est en 1949, on voit que la question qui avait été laissée en suspens en 1939-1940, considérablement développée pareil par le service des étudiants et le régime de Vichy, a été repris afin de développer, alors je ne suis pas revenu dessus, mais afin de développer les choses qui avaient été mises en place par le régime de Vichy, notamment sur le plan de la restauration, du logement, et également le retour du service médico-social qui avait été légèrement, voire complètement délaissé par le service des étudiants. En tout cas, moi, je n'ai pas trouvé trace de ces d'occupation, on va dire, du service médico-social durant l'occupation. En conclusion, le développement sans précédent de la question sociale étudiante durant la guerre et l'occupation, couplé à l'action jamais interrompue d'acteurs, à la fois ceux de 1936, mais également, et il faut le reconnaître, ceux mandatés, on va dire, par l'État français et la France de Vichy, sous couvert de vouloir prendre le contrôle des étudiants parisiens en leur proposant un certain nombre de services. Ces dynamiques d'acteurs ont permis la mise en place d'une véritable administration complète, chargée de la gestion des étudiants et de leurs problématiques,
qui essaiment à la sortie de la guerre hors de Paris. En 1939, Alfred Rosier avait parlé de maintenir les œuvres à tout prix. C'est chose faite durant la guerre. On a bien vu que malgré tous les moyens qui avaient été mis par l'occupant, enfin pas par l'occupant, pardon, par la France de Vichy, que ce maintien n'avait pas toujours été évident, mais que c'est donc bien la logique de maintien et couplée à celle de développement qui détermine profondément ce à quoi ressemblent les œuvres universitaires parisiennes et d'une certaine manière les œuvres universitaires au niveau national telles qu'elles existent après la guerre. Le comité parisien de 1937 n'a donc plus rien à voir avec le comité régional de 1947. Pourtant, ils partagent visiblement les mêmes ambitions qui, perturbées par l'occupation et les pénuries, ont permis une mise à l'agenda et une réponse publique par la prise en compte des problématiques étudiantes.